Est-ce que ce sont les hommes virils ou les hommes efféminés qui sont dangereux pour la société ? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique qui va être assez riche aujourd'hui et dans laquelle nous allons parler évidemment de la dernière interview de Vincent Cassel qui a donc provoqué une grande polémique. Nous allons parler également de l'œuvre de Banksy pour la Saint-Valentin, mais également de tweets qui font beaucoup de bruit parmi les féministes également. Mais juste avant de commencer, je voulais partager avec vous un texte sur la beauté, de la pureté de la femme. Voilà, sachons aussi partager des choses positives, des choses encourageantes, des choses qui nous élèvent, qui nous apaisent, et c'est aussi comme ça qu'on peut, donner le meilleur de nous-mêmes. Et en devenant la meilleure version de nous-mêmes, eh bien, nous pourrons changer le monde de façon positive. Donc, c'est un extrait que l'une d'entre vous m'a envoyé, un extrait de ce qui s'appelle les homélies pseudo-clémentines. La femme pure aspire à connaître Dieu. Elle aime Dieu, elle fait plaisir à Dieu, elle glorifie Dieu. Elle ne donne aux hommes aucun motif d'accusation. La femme pure répand dans l'Église le parfum de sa bonne réputation. Elle glorifie l'Église par sa piété. Mieux encore, elle suscite les éloges de ses enseignants. Son comportement les aide à rester purs eux-mêmes. La femme pure se pare du Fils de Dieu comme d'un époux. Elle se revêt d'une lumière sainte. Sa beauté réside dans une âme en tout modérée. Elle se parfume d'huile, l'huile de sa bonne réputation. Elle est revêtue de superbes vêtements, les vêtements de sa modestie. Elle arbore de précieuses perles, les perles de ses paroles pures. Et elle rayonne, car son esprit a été brillamment éclairé. Qu'il est beau le miroir dans lequel elle se regarde, puisqu'il s'agit du miroir de Dieu. Qu'il est beau son maquillage, puisqu'elle se pare de la crainte de Dieu, par laquelle elle exhorte son âme. Qu'elle est belle, cette femme, non parce qu'elle porterait des bijoux en or, mais parce qu'elle a été délivrée des attraits de ce monde éphémère. Une femme pure, voilà ce que souhaite ardemment le grand roi. Il l'a recherchée, il l'a observée, il l'a aimée. La femme pure n'étale pas sa beauté ou l'harmonie de ses formes devant des étrangers, mais à son propre mari, exclusivement. La femme pure est attristée de découvrir que son comportement ou sa tenue aurait pu entraîner un homme à la convoiter. Voilà pour le petit texte que je voulais vous partager avec vous et vous faire méditer. Nous sommes maintenant rentrés dans le temps du carême et ça peut être important d'écouter, d'entendre ce genre de choses. Laissons aussi le Saint-Esprit parler à nos cœurs et nous encourager à être des femmes vraiment pures, vraiment modestes, vraiment catholiques, qui s'élève et qui élève le monde avec elle. Voilà pour ce que je voulais partager en premier. Merci à la personne qui m'a envoyé ce texte. Alors sur un tout autre sujet, l'une d'entre vous m'a également envoyé ce podcast de Radio France, France Culture, qui s'intitule Bourgeoise de mère en fille. Alors je vous avoue que le titre ne me donnait pas spécialement envie, que voilà, je savais pas trop de quoi il allait s'agir et en fait j'ai beaucoup aimé. C'est un podcast qui dure 30 minutes. Petite astuce, vous pouvez comme d'habitude l'écouter légèrement en accéléré si vous n'avez pas 30 minutes à consacrer à ce podcast. Et en fait, c'est un podcast sur les grandes familles du nord de la France. Et certaines femmes sont interviewées et vont dire un petit peu comment c'était la vie à l'époque, leur rôle de femme, avec qui elles se sont mariées, ce qu'elles ont fait pendant leur mariage. Il y en a qui étaient plutôt sédentaires, il y en a qui ont suivi leur mari un peu partout dans le monde. Bref, et on voit un petit peu le décalage aussi de génération entre, au début, ce sont plutôt des grands-mères qui parlent, et à la fin, c'est plus une femme qui est donc à 36 ans, donc plutôt ma génération, et on voit la différence de discours, et j'ai vraiment énormément aimé, vraiment les 3/4 du podcast, ce sont les grands-mères qui témoignent, et c'est super intéressant. La dernière partie avec la femme de 36 ans, c'est beaucoup plus court, c'est la partie la moins intéressante, mais ceci dit, voir le contraste entre les générations, c'est intéressant quand même. Et il y a beaucoup de choses très très belles qui ont été dites. Déjà, elles parlent, vraiment c'est leur témoignage, c'est leur histoire. On voit un petit peu, on voit aussi les difficultés, les choses qui n'ont pas été faciles. C'est pas juste un tableau tout rose, c'est vraiment la réalité telle qu'elles l'ont vécue. Donc je trouve ça intéressant. Et d'autre part, elles ont dit beaucoup de choses sur le mariage, le fait d'avoir des enfants. Est-ce que je sacrifie ma carrière pour suivre mon mari ? Est-ce que si j'avais une carrière, est-ce que j'aurais pu avoir des enfants ?
Oui, ça m'a demandé des sacrifices, oui, ça m'a demandé des efforts, mais je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Mais sinon, je n'aurais pas eu d'enfants. Aujourd'hui, j'ai 26 petits... non, elle dit arrière-petits-enfants, je crois. 26 arrière-petits-enfants, ou peut-être que j'ai mal retenu. Bon, en tout cas, ce sont des dames qui n'ont pas forcément eu le même parcours. Et en fait, on comprend que ça n'a pas été facile tous les jours, qu'il y a des choses qui leur ont demandé des sacrifices, mais qu'en fait, quand elles regardent leur vie avec du recul, eh bien, elles ne regrettent rien et elles sont très heureuses d'avoir leur descendance. Il y en a même une qui dit, bah, vous voyez, oui, j'aurais peut-être pu faire une grande carrière, mais il y a même des empires qui s'effondrent. Alors que ma famille, bah, je l'ai et je l'ai toujours, quoi. Et il y a vraiment beaucoup de très belles choses dans ce podcast. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller l'écouter. Moi, j'ai trouvé ça assez édifiant, touchant. Il y a beaucoup de choses très très pertinentes et pourtant vraiment on sent qu'elles parlent avec leur cœur, c'est leur propre expérience, enfin, c'est assez personnel, mais je pense que ça peut peut-être nous encourager de façon assez générale. Donc vraiment, si vous avez 30 minutes ou 20 minutes à consacrer à ce podcast, je vous le recommande vivement. Merci à la personne qui l'a partagé avec moi. Que voulais-je partager avec vous? C'est cette publication de la page Facebook Oser le féminisme sur une œuvre d'art entre guillemets de Banksy, donc qui est assez connue dans l'art contemporain, et donc qui a dévoilé le jour de la Saint-Valentin une nouvelle œuvre sur les violences conjugales. Et en fait, son œuvre, c'est d'avoir mis un congélateur devant un mur, et sur ce mur, je vous mets l'image comme ça vous pourrez voir, et sur ce mur, il a dessiné une femme, donc avec la perspective, enfin, et les pieds d'un homme, et avec la perspective, on a l'impression que la femme est en train de jeter en fait, ou de refermer le congélateur avec l'homme dedans, donc on peut supposer qu'elle l'a tué ou je sais pas quoi, et puis qu'elle le met dans le congélateur. Et c'est donc pour dénoncer les violences conjugales. Et en fait, moi, ce qui m'a un petit peu choquée dans la publication, c'est donc son œuvre s'appelle Le mascara du jour de la Saint-Valentin. Et il dit donc Valentine's Day Mascara représente une femme au foyer ayant un look des années 50-60 victime de violences conjugales. Et quand on le voit, effectivement, c'est la tenue typique années 50-60, une jolie robe bien décente. La femme est très féminine, elle a des gants, n'est-ce pas, pour faire sa vaisselle. Elle a un tablier, enfin effectivement l'image de la ménagère, on va dire. Ou de la femme au foyer de ces années-là. Et en fait, eux, vraiment, ils rapprochent look des années 50-60 victimes de violences conjugales. Donc, visiblement, il y a un look violence conjugale. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est un peu l'espèce d'amalgame qui est fait là, qu'on comprend pas trop. On associe les années 50-60 aux violences conjugales. On associe le fait d'être au foyer aux violences conjugales. Alors vous me dites oui, enfin c'est quand même un peu interprété, mais en fait j'interprète leur texte à la lumière de tous les autres textes qui sortent, que ce soit sur leur page ou dans les médias de façon générale. On a ce narratif de toujours dire, déjà d'une part aussi, petit problème, que ce sont toujours les femmes qui sont victimes conjugales et jamais l'inverse. Jamais les hommes ne sont victimes de femmes violentes. Bon. Vous allez me dire oui, mais proportionnellement, c'est quand même plutôt les femmes qui sont victimes de la violence des hommes. Mais même si c'était le cas, ce que je veux bien croire, mais en fait, on est quand même dans un narratif où on occulte exprès le fait que les violences sont dans les deux sens quand même s'il y a peut-être une proportion qui n'est pas la même, mais en tout cas, elles existent dans les deux sens. On fait des amalgames entre femmes au foyer et femmes battues, et femmes malheureuses, et etc. Et aussi, on fait passer le message comme quoi, eh bien, on peut être violente envers les hommes en représailles et ça ne pose pas de problème. Donc, mettre son homme tuer son conjoint et le mettre dans son congélateur, visiblement, ne pose aucun problème et on met ça en avant comme s'il y avait rien d'autre pour lutter contre les violences conjugales. Donc, je trouve que c'est quand même assez dangereux. Enfin, ça peut paraître peut-être assez anodin pour certaines personnes. Voilà, c'est un peu de l'humour, alors de l'humour noir, mais bon, c'est pour dénoncer une certaine situation, etc. On peut dire ça, mais à la lumière de ce que l'on voit dans les médias, pour moi, ça alimente vraiment ce narratif comme quoi les femmes sont toujours victimes, les hommes sont toujours les oppresseurs et les agresseurs, et pour se défendre, entre guillemets, les femmes ont le droit de faire tout et n'importe quoi, peu importe, ça leur donne
tous les droits entre guillemets. Voilà pourquoi je voulais aborder juste vous signaler cette publication pour vous encourager aussi à faire attention au narratif qu'on vous sert tout le temps et qui peut-être peuvent être anodins, on l'entend une fois, bon ok, pas de problème. Quand ça revient un petit peu tout le temps, méfions-nous. Voilà pour cette actualité. Et ce que je voulais partager avec vous également, avant d'en venir à l'actualité sur Vincent Cassel, c'est cette publication, enfin ce tweet de Damien Rieu qui a dit « Délibérément choisir de ne pas avoir d'enfant quand on en a la possibilité, et plus qu'un caprice égoïste et bourgeois, c'est une faute morale qui conduit au suicide de la civilisation dont vous profitez grâce aux efforts et sacrifices de vos ancêtres. » Et en fait, donc évidemment, ça a provoqué beaucoup de remous, cette publication, et alors que, effectivement, alors, je ne pense pas que ça veuille dire dans ce tweet, toutes les femmes doivent avoir 10 enfants minimum chacune, tout le monde est fait pour être mère de famille nombreuse. Voilà, c'est pas du tout dans le sens là, mais c'est de dire qu'effectivement, ne pas penser à la survie de la race humaine, ne pas penser au fait qu'il faille avoir des enfants, prolonger les générations, etc. Ne penser qu'à son petit confort, vouloir seulement avoir des enfants une fois que notre carrière est terminée, peut-être quand on aura 50 ou 60 ans, ou avoir recours à des mères porteuses dans le coma. Ça, je sais pas si vous avez vu aussi cette actualité. Encore un fou qui proposait qu'on utilise les corps de certaines femmes qui étaient dans le coma comme mères porteuses, en fait, pour les femmes qui ne veulent pas porter leur enfant. Bref, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire qu'évidemment tout le monde se scandalise de ce genre de publication alors que c'est juste mathématique en fait, et ça ne veut pas dire qu'il faille se scandaliser, se dire oui ça y est, il veut que tout le monde ait 80 000 enfants et que dès 16 ans, enfin vous voyez c'est un peu pareil les amalgames qu'on va faire comme s'il avait dit quelque chose d'horrible alors que là il parle juste de la natalité et des chiffres. Et en fait, il y en a qui disent oui, c'est bon, on est déjà 8 milliards sur Terre, c'est beaucoup trop. Oui, enfin, si tout le monde arrête de faire des enfants, il y a un moment, les personnes âgées meurent. Et donc, si tu n'as pas d'enfants, eh bien, les générations ne se renouvellent pas. Et les 8 milliards ne vont pas rester éternellement. Bref, c'est juste des mathématiques aussi, mais peut-être qu'elles ne sont pas assez... voilà, j'ai perdu mon idée, mais vous aurez compris. Et évidemment, comme ce tweet a fait beaucoup de bruit, il y a un sportif, donc Simon Fourcade, qui fait du biathlon, qui s'est un peu, étendu sur ce sujet-là sur Twitter aussi, et qui dit ah bah oui c'est vrai, donc évidemment c'est du second degré ce qu'il écrit. Ah bah oui c'est vrai ça, elles sont où les pondeuses, allez, on met les petites ambitions perso de côté et on va se remettre à élever du marmot à la chaîne pour redresser le pays. Merci d'avance de bien vouloir les sortir blancs et bien robustes, #travail famille patrie. Donc bon, on comprend que c'est évidemment ironique et qu'il dénonce quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, mais vous voyez tout de suite on associe la maternité, la natalité, etc. à des choses négatives et tout de suite on pense que les femmes sont forcément des pondeuses, qu'il faut les faire à la chaîne, qu'on met ses ambitions personnelles de côté. Je sais pas, avoir des enfants c'est pas une ambition, c'est pas suffisant, ça n'est pas un motif suffisant voilà, on est forcément obligé d'avoir envie d'avoir une carrière ou je ne sais quoi pour avoir de la valeur ou pour pouvoir être appelée une femme ambitieuse. Enfin je sais pas, être mère de famille je sais pas si on peut parler d'ambition, mais ça me paraît pas du tout dévalorisant pour une femme de faire ce choix, loin de là, d'où l'importance, comme j'essaye de le faire souvent dans mes podcasts ou mes articles, de revaloriser la maternité, le fait de rester au foyer, etc., même si ça n'est pas possible pour toutes les femmes, mais en tout cas de ne pas les dégoûter de cela et de ne pas les culpabiliser de rester chez elles si elles le peuvent et si elles le souhaitent aussi. Et donc Gabrielle Cluzel a répondu à Simon Fourcade en lui disant « Est-ce que ce sont les mères de famille que vous traitez de pondeuses ou juste les mères de famille nombreuses ? Animaliser des femmes, les comparer à des
poules, ça ne vous pose pas de problème. Votre mépris est écœurant, les pondeuses et leurs marmots vous saluent bien bas. Et en fait, elle a raison, on a l'impression que... Alors lui, il serait capable de répondre, en gros, si t'es pas mère de famille nombreuse et si c'est vraiment toi, sans aucune oppression, ni pression sociale, qui a choisi d'être mère, alors tout va bien. Tant que c'est toi qui choisis, ça va. Mais sinon, non, t'es vraiment une mère pondeuse et tu dois avoir forcément 10 enfants, sinon tu ne vaux rien. Bref, je vous laisse juger du niveau de ces tweets et de toutes ces personnes qui s'insurgent dès qu'on parle de la maternité, comme si... en fait, oui, parce que ces personnes-là vont contre la nature, mais en fait, je suis désolée, oui, il y a une nature, oui, il y a une biologie, et oui, en fait, ce sont les femmes qui sont capables d'avoir les enfants et pas les hommes. Et oui, la maternité demande aussi des sacrifices et peut être un parcours qui est rempli d'obstacles ou de difficultés, mais c'est aussi un parcours qui peut être très beau, très épanouissant pour la femme comme pour l'homme en soi d'être papa. Et ça ne vaut pas le coup de s'insurger et de penser que le fait de juste rappeler que ce sont les femmes qui peuvent être mères, non, ça n'est pas une insulte et non, ça n'est pas dévalorisant. Et oui, être mère, c'est quelque chose de très beau et qui n'a rien à envier à plein de carrières dans de superbes entreprises. Voilà, donc ne confondons pas tout et essayons de revaloriser la maternité, c'est vraiment super important. Dernière actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est cette interview de Vincent Cassel qui a provoqué la polémique. Évidemment, il a fini son interview en disant « J'espère ne pas être misogyne ». Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est « J'espère ne pas paraître misogyne », parce que je pense lui-même sait qu'il n'est pas misogyne. Et donc en fait, il a dit que si les hommes devenaient trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème, a-t-il estimé. Il dit qu'en fait les réseaux sociaux nous donnent des mauvaises images de la masculinité, de la féminité, ça nous donne un peu des références, des exemples qui ne sont pas forcément bons. Et il dit notamment que il parle de Andrew Tate. Bon, je sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais vous pourrez aller rechercher ça si ça vous intéresse. Mais il dit que cette personne a dit beaucoup de choses problématiques, mais il dit des choses intéressantes parce qu'il essaye de défendre la masculinité. Et Vincent Cassel dit c'est presque honteux d'être masculin de nos jours si les hommes et donc c'est là qu'il a dit si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Évidemment, ça a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en est pris à lui, tout le monde l'a dénigré, 2 jours avant tout le monde l'admire, tout le monde admire son travail, d'un coup tout le monde dit que ses films sont pourris, que c'est un mauvais acteur, enfin vous voyez bien, il est vraiment complètement dénigré partout, tout ça pour avoir dit que des hommes trop féminins et trop vulnérables, ça peut poser problème, et tout ça pour avoir dit que être viril, être masculin de nos jours, c'est presque honteux. Et en fait, il a raison sur les deux. Oui, être un homme aujourd'hui, je pense que... Enfin, il a raison de la perception de la société. Oui, dans notre société actuelle, être viril, être masculin, oui, ça pose problème. Pas de mon point de vue, mais vous voyez ce que je veux dire. Les médias, les féministes, tout ça, dès que vous avez un homme qui est un peu viril ou qui est juste masculin, enfin qui est normal, quoi, qui est un homme, eh bien ça pose problème, c'est problématique, surtout s'il est blanc, hétérosexuel, etc. Ça veut dire que c'est forcément un oppresseur, c'est forcément un patriarche qui veut agresser les femmes, c'est forcément quelqu'un de mauvais. Donc oui, être un homme masculin, c'est devenu presque honteux dans notre société, malheureusement, et il a raison de le rappeler, il a raison de vouloir défendre la masculinité. Soi-disant, toutes les femmes font ce qu'elles veulent, peuvent être féminines, peuvent être masculines, elles peuvent être et faire tout ce qu'elles veulent, enfin dans une certaine limite, hein, comme d'habitude. Faut pas que ce soit trop traditionnel, n'est-ce pas? Mais par contre, les hommes, non, ils n'ont pas le choix, et ils se font castrer par les femmes en fait en permanence. Et quand il dit les hommes qui deviennent trop vulnérables ou trop féminins, ça peut poser problème, et ben je suis bien d'accord. Il suffit de regarder l'histoire de France ou du monde sur les siècles passés. Et bien mettez que des hommes féminins et féminés ou qui réagissent comme s'ils avaient des hormones féminines, qui réfléchissent avec leurs émotions plutôt qu'avec leurs raisons.
Mettez ça un peu partout dans le monde et vous verrez que les choses ne se passeront pas pareil. Les femmes n'auront plus personne pour les défendre, pour les protéger, pour leur donner des bonnes conditions de vie. Ça rejoint un peu ce que je disais dans ma chronique d'actualité, je sais plus si c'était mercredi dernier ou si c'était il y a 2 semaines, par rapport aux femmes qui disaient mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des hommes alors que effectivement on voit que dans beaucoup de métiers c'est plus de 90% d'hommes, que ce soit les paysagistes, les maçons, les ingénieurs, etc. J'en oublie, mais voilà, bah oui, ça poserait problème si les hommes n'étaient pas aussi virils, pas aussi masculins et pas aussi hommes, tout simplement. Ça fait peut-être presque bizarre de dire virilité, masculinité, c'est pas ça, c'est juste être des hommes, avoir leur spécificité masculine, que ce soit psychologique, physique ou autre. Ça ne veut pas dire que tous les hommes se ressemblent, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir la caricature d'un homme, c'est pas ça du tout, il n'y a pas un seul schéma préétabli, mais en tout cas il y a quand même des tendances de par les différences de cerveau, d'hormones, etc., musculaires, tout ce que vous voulez, et évidemment les respecter. Si on a été créé comme ça, c'est aussi qu'il y a un équilibre entre l'homme et la femme, que l'on se complète et qu'il faut les deux pour que la société fonctionne, et il faut qu'on s'entende entre hommes et femmes pour que ça fonctionne bien, qu'on s'entende non pas seulement à l'échelle du couple, de la famille, mais aussi de la société dans un sens beaucoup plus large. Et en tout cas moi je suis plutôt d'accord avec ces propos. Alors, je sais pas si l'interview était beaucoup plus longue là que ce qui est dit dans cet article, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était intéressant. Il a été courageux de le dire. Alors est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il disait, de ce que ça allait provoquer ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste pour faire le buzz? Bon, d'autre part, je ne connais pas ni sa vie, ni ses opinions politiques, ni quoi que ce soit, ni sa religion, donc ne commencez pas à venir vers moi en me disant bah oui, mais Vincent Cassel, d'un autre côté, il a fait ceci, cela. Là, je suis vraiment juste aujourd'hui dans cette chronique, j'analyse simplement cette interview, ces 2 phrases que j'ai citées et que je trouve intéressantes à analyser avec vous, tout simplement. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos si vous voulez le lire. Voilà pour la chronique du jour, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à compléter en commentaire avec vos analyses, vos retours, votre opinion par rapport aux différents sujets que j'ai abordés aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, je lis tous vos commentaires. Je n'y réponds pas forcément, j'essaie de mettre des petits cœurs et des petits pouces bleus pour que vous voyez bien que je les ai lus et que je vous remercie de vos commentaires. Je réponds de temps en temps, mais j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, merci à tous de participer en commentaire. Si vous avez des articles, des extraits de livres ou autres à me faire passer, que ce soit pour les chroniques ou de façon générale pour ma culture, eh bien n'hésitez pas à me les faire passer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.